Alors bonjour, comme annoncé, je vous fais une petite vidéo pour corriger ces trois phrases qu'on n'a pas eu le temps de faire en classe. Donc la première, sorore interfecta oratius in ius ad tullum regem raptus est. Donc vous avez identifié l'ablatif absolu, sorore interfecta. Ici, le participe est au parfait, donc c'est un participe parfait passif, et plus un participe présent comme on avait auparavant. Donc, sa sœur ayant été tuée, on pense bien à ne pas oublier le passif. Est-ce que je peux écrire en rouge? Non. Ça marche pas comme je voudrais. Donc, on n'oublie pas de bien rendre le passif. Sa sœur ayant été tuée, Horace, qui est le sujet du verbe, raptus est, fut enlevé, ad tullum, jusqu'à Tullus, sous-entendu Hostilius, le roi, vous vous souvenez, un des rois de Rome, fut enlevé jusqu'à Tullus, Inius, pour être traîné en justice. En fait, c'est une expression, Inius rapere, traduire en justice. Donc la phrase ne présentait pas de difficulté. On fait bien attention au mot ius qui est un neutre, iuris. C'est pour ça qu'ici il n'est pas au nominatif mais bien à l'accusatif parce qu'il est neutre. Le droit, la justice. Donc ça a donné juridique, juridiction et un juré, etc. Un jury aussi, puisque vous vous souvenez que le latin ne donne pas que des mots français. Donc raptus est du parfait passif. Vous vous souvenez de ce temps qui est composé du participe passé du verbe, donc ce qu'on appelle le PPP en latin, participe parfait passif, du verbe plus l'auxiliaire être au présent. Donc au présent actif puisque être n'a pas de passif. Donc c'est pas rapuz, c'est raptus. Donc tous les verbes se forment comme ça et pour nous c'est quand même un faux ami parce que ça ressemble à notre présent passif. Donc il faut être un petit peu vigilant et ne pas se tromper de temps dans les traductions. Donc ici, en français, vous voyez que j'ai fait le choix de traduire par une subordonnée participiale, sa sœur ayant été tuée, mais en réalité, ce n'est pas vraiment une participiale, enfin, c'est une participiale, mais normalement, on va peut-être pas s'arrêter à cette traduction-là, on va plutôt utiliser un complément circonstanciel de temps, après avoir tué sa sœur, après le meurtre de sa sœur. Horace, blablabla. Fut traduit en justice devant Tullus. Vous voyez, c'est plus clair comme traduction. Alors, je voulais vous montrer, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si je peux intégrer, si normalement ça doit fonctionner. Donc là, vous avez une représentation du XVIIe siècle de ce meurtre de Camille par Horace, en sachant que, en fait, à partir du moment où dans les titres, vous avez meurtre de Camille par Horace, vous êtes dans une tradition qui est une tradition racinienne. Dans le texte, on avait traduit ce texte de Tite-Live, dans les textes anciens, la sœur n'a pas de nom. Et puisque vous avez quand même des connaissances en civilisation latine, vous savez qu'il y a peu de chances qu'elle s'appelle Camille. Parce que comme Horace, Horatius est son nom de famille, comment s'appelle sa sœur? Eh bien, très logiquement, Horatia. Elle prend le nom de la gens au féminin comme nom. Donc, elle ne peut pas s'appeler Camille. Et ça, c'est Racine qui a inventé quand il a... non, c'est Corneille, pardon, pas Racine. C'est Corneille quand il a composé sa tragédie au tout début, dans les années 30 du XVIIe siècle, donc autour de 1630, ça doit être 36 ou 34 la date de la pièce, il a voulu intégrer évidemment ce personnage féminin qui était central vu que sa pièce tourne en réalité autour de ce personnage féminin qui est vraiment le personnage principal de sa pièce et qu'il va mettre dans la bouche de Camille les imprécations qu'on avait déjà lues en classe
et qui sont un morceau de bravoure extrêmement célèbre du théâtre classique français. Donc il va intégrer ce personnage féminin, il faut bien qu'il lui donne un nom. Et il va décider de lui donner le nom de Camille, qui à Rome n'a jamais été un nom de femme, mais qui est un nom d'homme. C'est un nom de gens, et Camille, c'était un grand général romain, un homme extrêmement célèbre dans l'histoire romaine. Et il va choisir ce nom, qui d'ailleurs au XVIIe siècle est aussi essentiellement un nom masculin et pas un nom féminin. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en avais parlé, mais moi, mon grand-père s'appelait Camille. Et dans le sud de la France, au début du XXe siècle, parce que mon grand-père était né en 1918, dans le sud de la France, au début du XXe siècle, il n'y a pas de fille qui s'appelle Camille. C'est un prénom exclusivement masculin. Et il va se féminiser progressivement. Donc on a quand même quelques femmes au XIXe siècle qui s'appellent Camille, mais essentiellement, pensez à Camille Dumoulin, essentiellement ce sont des hommes. Et Corneille fait ce choix pour souligner la dimension virile de son personnage féminin, sa dimension combattante. Elle est capable, c'est celle qui va dire non, qui va s'opposer, qui va défendre ses opinions jusqu'à sa mort, etc. Donc là, vous voyez la composition extrêmement classique du tableau, avec ce corps de femme très très blanc qui représente à la fois la beauté féminine et en même temps le fait qu'elle soit morte. Les personnages féminins et les vieux qui sont autour pour déplorer la mort de la jeune femme, et puis l'attitude extrêmement vigoureuse d'Horace qui est lui associé à l'univers des soldats. On a la même chose ici, donc chez Girodet. Girodet était l'élève de David, le Jacques-Louis David qui a peint le Serment des Horaces, et donc c'était un sujet traité dans son école, et qui a aussi peint le Sacre de Napoléon, cet immense tableau que vous devez tous connaître, que vous avez tous, j'espère, vu au Louvre en vrai, et sinon que vous avez vu très certainement de vos manuels d'histoire. Vous voyez que la composition, puisque c'est un tableau classique, est exactement la même. Il a juste inversé les deux scènes, mais on a toujours une composition extrêmement symétrique parce que là, on n'est plus face à un tableau du XVIIe siècle avec avec Girodet, l'élève de David, mais face à un tableau du début du XIXe siècle, du mouvement qu'on appelle le néoclassicisme. Et on retrouve par contre donc une construction très symétrique avec un système triangulaire, parce que vous voyez le triangle, parce que je peux pas, si je passe, vous voyez, ça grossit. Donc le triangle, il fait ça, clac, 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 il est là. Avec les deux groupes, le groupe des civils ici, le groupe des militaires là, le groupe des militaires du côté du combattant héroïque qui revient de l'arène, le groupe des civils du côté des femmes qui sont dans les sentiments, dans la peur, dans la tristesse, etc. Le sang de la blessure est représenté ici, visiblement il l'a blessé au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Et donc vous voyez cette construction, ce qui prouve qu'au XIXe siècle, dans ce mouvement néoclassique, on est encore baigné par cette histoire mythologique romaine, et que ça fait partie de l'univers imaginaire, de l'univers mental présent pour tout le monde. Présent pour tout le monde en France, mais aussi à l'étranger. Ici, vous avez une toile russe, du néoclassicisme russe du XIXe siècle. On est dans les mêmes époques, on est dans le premier tiers du XIXe siècle. Vous voyez une construction qui reprend les codes classiques à nouveau. Et vous voyez que même en Russie, on se nourrit de cette culture. Ça vous rappelle l'universalisme, en tout cas le pan-européisme de la culture gréco-romaine, qui a vraiment forgé l'imaginaire et l'esthétique occidentale à travers les âges. Alors, je reviens à mon latin et je peux passer à la deuxième phrase. In Olympos sedet Jupiter nubibus quinctus. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas d'ablatif absolu, vous n'avez pas d'isolement du participe par rapport au reste de la syntaxe de la France. Le participe est ici, il est au nominatif, donc il s'accorde simplement avec le sujet. Donc on est en situation d'expansion du sujet. Vous avez dû travailler quand vous étiez au collège sur des expansions du nom. Donc voilà, le participe est une des expansions les plus fréquentes du nom en latin et tout particulièrement du sujet. Donc sur l'Olympe, sedet, on va mettre siège plutôt que est assis, siège Jupiter, quinctus nubibus, entouré de nuages. Le nubibus, c'est ce que vous trouvez en français dans un mot que tout le monde massacre allègrement,
qui est obnubilé. Donc, être obnubilé par quelque chose, c'est être complètement obsédé par cette chose, comme si cette chose formait un brouillard, un nuage qui vous environnait. Ça n'a rien à voir avec le mot que les gens ont fabriqué et qui n'a aucun sens, qui est omnibulé. Parce que obnubilé, évidemment, c'est peut-être moins facile à prononcer que omnibulé. Et puis, comme il y a des omnibus, ben, je ne sais pas qui dit encore omnibus aujourd'hui. Vous dites que vous allez prendre les bus, vous ne dites pas que vous allez prendre les omnibus, alors qu'en fait, bus n'est que l'abréviation de omnibus. Mais voilà, la vraie forme, c'est obnubilé, être obnubilé par, c'est-à-dire être environné, être caché par les nuages, être environné par des nuages qui nous aveuglent. Donc, Quinctus, donc ici, il est à l'ablatif parce qu'il est complément d'agent du participe parfait passif. Comme dans son nom l'indique, il y a 3 P, participe parfait passif, il est au passif, donc la personne qui fait l'action prend le statut de complément d'agent, et les compléments d'agent, si ce sont des noms de personnes, des animés, c'est ab plus ablatif, et si ce sont des inanimés, comme c'est le cas ici, c'est l'ablatif seul. Donc c'est pour ça que nubibus est à l'ablatif, c'est nubes. Nubes, nubis, je sais pas ce que c'est comme genre, nubes. Ça doit être masculin ou féminin, je vous le mets pas, mais j'en sais rien. Le nuage. Le nuage, la brume, etc. Tout ça, quoi. Cédette, c'est au présent, c'est un verbe du 2e groupe, comme monéo, déléo, je ne sais pas ce que vous avez appris comme modèle. Et quinctus, c'est kingo. Is, ere, kingsi, kingtum. Et c'est pour ça que vous avez ces cindres entourés. C'est ce qui a donné notre cindre, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a une ceinture. Tout ça, c'est ce radical-là. Donc, cindre, ceinture, c'est pour ça que ça fait saignant. Vous voyez, quand quelque chose vous ceint la taille, eh bien, c'est saignant. On retrouve le G de Kingo. Donc, voilà. Donc oui, c'était pas difficile. Et la dernière, vir fortis locum ab imperatoris assignatum numquam deserit. Donc on fait attention ici à la petite particularité qui est la négation. Numquam, ne jamais. Et en fait, en latin, vous vous souvenez, on a le système de la négation unique, négation double, négation triple. Donc quand les négations sont en nombre impair, la phrase est négative, l'énoncé est négatif. Quand les négations sont en nombre pair, elles s'annulent. Donc comme numquam contient sa négation, qui est ici, donc il faut y faire attention parce que c'est tout petit, elle est là, c'est le n, l'énoncé est bien négatif vu qu'il n'y a pas d'autre négation dans la phrase. On fait attention au faux ami fortis, qui veut dire courageux et pas fort. Et donc fortis, c'est courageux. Fortitudo, c'est le courage. Fortitudo, dinis, féminin, le courage. On fait attention, c'est un faux ami. En fait, tous ces mots en do, dinis, en latin, sont féminins. Et donc, c'est un homme courageux. On fait attention, wir, c'est bien un mot de la 2e déclinaison. Wir, wiri, masculin, l'homme, ça a donné virilité. C'est le même radical, c'est le radical wis, la force. Mais oui, c'est un mot du 3e groupe, wis, féminin. C'est un mot de la 3e déclinaison, alors que wir est bien un mot de la 2e déclinaison, c'est le modèle puer. Donc voilà, on fait attention parce que ça pourrait passer pour un mot de la 3e déclinaison, et non, c'est bien de la 2e déclinaison. Donc vir fortis, un homme courageux, numquam deserit, ne quitte jamais, ça a donné déshérence en français, ça a donné désert aussi, désert, déserté, ne quitte jamais, locum, le lieu, assignatum, lui ayant été assigné, désigné, ab imperatoris, par le général en chef, on fait attention,
c'est imperator ne veut pas dire empereur. D'ailleurs, imperator n'a jamais voulu dire empereur en latin. Donc on est bien attentif à ça. Les empereurs ne se sont jamais fait appeler imperator, ils se faisaient appeler princeps, prince, et c'est-à-dire primum caput, la première tête, celui qui vote en premier au Sénat. Et alors ils pouvaient avoir le titre, enfin ils avaient le titre d'imperator comme plein d'autres Romains. C'est un titre militaire, c'est-à-dire qu'ils étaient à la tête d'une légion. Mais voilà, c'est ce terme militaire qui a donné empereur et qui nous rappelle la vocation militaire du système politique impérial, quel que soit l'endroit où ça se passe. Mais le mot ne peut pas, dans aucun texte latin, vous ne traduirez imperator par empereur en fait. Donc, un homme courageux, numquam deserit, ne quitte jamais locum, le lieu, assignatum, lui ayant été assigné, ab imperatoris, par son général. Le participe parfait passif, il est ici, assignatum. Vous voyez qu'il est encore expansion du nom, il se rapporte à locum, qu'il vient compléter. Et comme c'est un PPP, un participe parfait passif, il est au passif, et donc il a un complément d'agent. Et vous voyez tout à l'heure, on avait nubibus, complément d'agent inanimé, donc ablatif seul. Ici, on a un complément d'agent animé, et on retrouve la structure ab plus ablatif. Donc cette traduction n'est pas satisfaisante en soi, on peut la modifier, et je vous ai dit, souvent on utilise des relatifs, donc c'est ce qu'on peut faire ici. Un homme courageux ne quitte jamais le lieu que son général, ou auquel que son général lui a assigné, ou auquel son général l'a affecté, ou si vous voulez garder le passif, qui lui a été désigné par son général. Ok ? Donc vous avez les différentes possibilités. Soit donc on crée une relative, soit on passe à l'actif, ce qui est plus spontané en français. Les latins utilisent beaucoup, c'est un peu comme les allemands, ils utilisent beaucoup plus le passif que nous ne l'utilisons en français. Nous, dès qu'on peut passer à l'actif, en fait, spontanément, on le fait. Donc soit on prend une relative, on passe à l'actif, soit on garde dans la relative le système passif. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Vous voyez, soit vous traduisez pour des amis, pour vous, etc. Auquel cas, vous allez pouvoir vous éloigner de la structure du texte du moment que vous reprenez bien son idée et son mouvement. Soit vous traduisez en essayant de montrer à la personne qui va vous lire que vous avez bien décodé la structure de la phrase latine et que vous n'y êtes pas allé simplement à l'intuition. Ça, c'est ce que vous devrez faire, par exemple, si vous faites une version à l'occasion d'un concours, par exemple. Et ben dans ce cas-là, il vaut mieux garder le passif pour bien montrer à l'examinateur que vous avez vu que c'était un passif. Donc voilà, pas de questions, de toute façon vous ne pouvez pas en poser, et on se retrouve au prochain cours.